changement climatique et la migration, les droits des migrants par exemple. Qu'est-ce qu'il faut que les gens partent? Un peu les questions de migration clandestine. Je pense que tout ça sont des problématiques qui sont là aujourd'hui et qui sont intrinsèquement liées à la question du changement climatique. Et là, j'ai mis un petit focus sur mon travail à Save the Children pour être très concret de la crise climatique à la crise des droits de l'enfant, en parlant des risques que le changement climatique induit sur les enfants et de quelques manifestations que nous allons voir ensemble. Donc sans plus tarder, des essais de définition. On a trouvé un peu dans le GIEC, le groupe des experts internationaux sur le changement climatique, entre autres, qui dit que ça désigne un changement dans le climat au fil du temps, dû à une variabilité naturelle ou résultant de l'activité humaine. Et ce qu'il faut retenir sur ce diapo, que je ne vais pas lire, c'est un changement qui est naturel, mais qui est exacerbé par l'action humaine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle pas Wolof, mais en Wolof, on a trouvé une autre définition. Choppité, bi am si djaoudi, te loxol nit am si jeexital. Tant que l'activité humaine n'y est pas, c'est quelque chose qui est naturel, mais c'est exacerbé par la main de l'homme. J'ai mis deux graphiques, les températures au Sénégal. On a constaté qu'entre 1960 et maintenant, la température ne cesse d'augmenter. Et on s'est ressenti, et la preuve scientifique aussi existe. En fonction de la pluviométrie, on ne maîtrise pas pour l'instant. Une année, on pense que ça va être une année sèche, c'est le contraire, une autre année. Et quelqu'un l'a dit ce matin, on se prépare à une sécheresse, on se retrouve à l'année humide. Il y a des inondations. Et l'année d'après, on a des sécheresses. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas très bien. Mais ce phénomène a une cause, et la cause, elle est là. Ce qu'on a écrit en gaz à effet de serre. Donc, sans la serre, la Terre serait comme les autres planètes inhabitables. Mais la serre permet de réguler la température de notre planète. C'est comme une couverture. Mais cette couverture s'épaissit au fur et à mesure. Si bien que si vous êtes sous la couverture, vous avez de plus en plus chaud. Donc l'énergie solaire rentre, une partie sort. Mais celle qui reste se réchauffe. Donc c'est comme un système qui dit ça chauffe et ça réchauffe en même temps. Et c'est un peu ce que les gaz à effet de serre expliquent. Je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique, technique. Et ce sont les activités humaines que vous avez vues en dessin, les usines, l'agriculture, avec le tracteur, l'élevage, il y a la vache, les maisons, les habitations, tout ce qu'il y a comme gaz réfrigérant, le transport, la foresterie. Donc tout ça, ce sont des éléments qui contribuent à réchauffer notre planète. Et parmi ces gaz, donc celles qui sont les plus en concentration dans notre atmosphère, bien sûr, c'est le dioxyde de carbone, donc ce que l'on rejette quand on expire. De l'autre côté, c'est le CH4, le méthane. Le méthane et le butane, ce sont des gaz que l'on utilise pour cuisiner, mais qui ont un potentiel de réchauffement 22 fois plus que le carbone. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez un atome de carbone qui réchauffe, un atome de méthane va en faire 22 fois plus. C'est pourquoi beaucoup de projets sont financés pour capturer ce méthane-là. Et ce méthane qui vient de l'agriculture, qui vient des déchets, mais aussi de la production pétrolière, entre autres. Et puis deux autres types de gaz que je vais faire l'économie. Alors, des concepts que vous allez entendre aussi, atténuation. On en parle. Jusqu'à une époque très récente, je pense jusqu'en 2018, on disait que le changement climatique marche sur ses deux pieds. D'un côté, l'atténuation, de l'autre côté, l'adaptation. Et l'atténuation, c'est agir sur la cause. Comme nous sommes d'accord que la cause, ce sont les gaz à effet de serre, faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'émission de gaz à effet de serre. Et c'est ça l'atténuation. Donc c'est toute action que tu prends pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des confusions qui se font. Quelqu'un va te dire que je vais atténuer, et quand tu l'entends parler, tu sais qu'il n'est pas dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il est plus dans l'adaptation. Par contre, quand on ne parvient plus à
agir sur la cause, là, on agit sur la conséquence. Et la conséquence, maintenant, c'est là où on commence à s'adapter. Maintenant que la maladie s'est installée, comment la soigner ou bien comment vivre avec? Et c'est un peu ça ce que l'adaptation veut dire. Maintenant, ces deux concepts sont intrinsèquement liés. En anglais, on parle de cross-cutting. En français, c'est la transversalité. Un projet d'adaptation peut nous permettre de faire de l'atténuation, un projet d'atténuation peut nous permettre de faire de l'adaptation. Dans tous les deux cas, ça promeut des co-bénéfices et on parle d'un développement résilient au changement climatique tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce que l'État du Sénégal essaie de faire. Nous voulons nous développer, mais un développement durable, et le professeur va en reparler tout à l'heure, et ce développement durable-là doit être un développement à faible émission. Je prends juste l'exemple du BRT, bien du TER qui fonctionne à l'énergie électrique. Au départ, c'était un projet classique de développement, améliorer le transport à Dakar. Mais quand on s'est rendu compte qu'en y ajoutant cette additionnalité climatique, en utilisant des bus électriques, ça devient un projet climat, et c'est en ce moment-là qu'on a pu avoir des fonds supplémentaires donc, pour ce projet de BRT. Alors, le troisième point de notre triangle adaptation, atténuation, c'est très récent, 2018-2019, ce sont les pertes et dommages. Alors là, il y a des définitions qui se font. C'est quand on ne parvient plus à atténuer, qu'on ne parvient plus à s'adapter, là on est dans des pertes. L'exemple que je donne de façon très simple, c'est l'image que vous voyez malheureusement juste en bas de la dame qui contemple, peut-être qu'elle a les larmes aux yeux, c'est une poule qui a perdu son troupeau. Là, c'est une perte. Le dommage, c'est un peu cet agriculteur qui cette année n'a pas pu faire de récolte parce qu'il y a eu une sécheresse, mais qui l'année prochaine, s'il pleut, il peut avoir une nouvelle récolte. Là, c'est le dommage. Donc, perte et dommage. Et on s'est dit, la communauté internationale, lorsqu'on parviendra à prouver que telle personne a eu une perte ou bien un dommage causé directement ou indirectement par le changement climatique, il peut avoir des fonds pour faire face à ces pertes et dommages. De façon très ramassée, bien que les textes juridiques sont un peu plus compliqués. Et c'est lors de la COP28 de Dubaï que ce fonds a été mis en place. Mais on a des difficultés avec les fonds climatiques. J'en connais trois principalement, il y en a une centaine. Le fonds d'adaptation, le fonds vert climat et ce fonds pertes et dommages. Et quelqu'un me disait, c'est comme si on demandait à l'agronomie d'aller chercher une mangue mûre sans lui donner une gaule. Alors, une fois qu'on est sur les pertes et dommages, j'ai pu aller chercher des images qui me disent, ou que je n'ai pas commenté, mais qui, s'ils sont bien interprétés, prouvent la réalité du changement climatique au Sénégal. En général, quand j'anime des formations ou autres, je demande à chaque participant de donner un titre à une photo. Et j'aurais bien pu faire ça avec vous, mais comme le temps ne le permet pas, et c'est de grands experts qui sont là, on peut continuer. La question de la sécheresse. Si on parle de changement climatique, pensez à sécheresse. Si on devait traduire sécheresse en Wolof, déjà de tirer nous bëri. Certains vont te dire, sécheresse en Wolof c'est quoi? Maral. Oui, les experts savent. Lan mooy décor nag? Mooy la famille. Donc, maral dafay indi décor. La sécheresse, et puis on a fait un joli dessin en montrant que l'Afrique même est impactée. L'autre, je ne vais pas en parler, je vais dire Wahinan ou Nimzat, et vous allez comprendre la question des inondations. Ou bien les Bakélois nous connaissent. Cette année, on y a été, donc, et c'était vraiment catastrophique. La troisième photo, s'il y a quelqu'un qui habite à Bali, tu habites à Bali, donc on connaît la dame, elle est souvent au niveau des coques, pour parler de l'érosion côtière. C'est sa maison qui était environ à 500 mètres de la plage, qui aujourd'hui, elle me dit, ça c'est la chambre de ma mère, donc on ne peut plus y habiter.
La question de la déforestation, mes amis de Casamance, ils savent très bien. De Oukout jusqu'à, je ne sais pas, Mampalago, donc on a pratiquement coupé toutes nos forêts. Cette photo du centre, je pense que ça parle parce que c'est une rizière qui est un peu attaquée par le sel, la salinisation des rizières. C'est très très apparent parce qu'il y a des dépôts de sel. Et la dernière photo, élevage et changement climatique. Si tous ces éléments-là ne se retrouvent pas au Sénégal, ça veut dire que on n'a pas bien présenté notre pays. Souvent dans les colloques, on dit que le Sénégal peut être le laboratoire du changement climatique. Parce que tous les phénomènes que vous voyez qui impactent nos communautés se retrouvent dans ce pays-là. Donc pour avancer, une problématique sur laquelle on m'avait demandé de réfléchir, d'ailleurs c'était avec la Fondation Konrad Adenauer, changement climatique et migration. Et là, en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y a eu 3 années très très difficiles. Pour les 2 premiers, je n'étais pas encore né, et pour le 83, j'étais encore là, j'étais aussi. On attendait la pluie, ça ne venait pas. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes par exemple habitant de Kaola, de Café, vous comptez sur l'agriculture pour vous, il ne pleut pas, il a plu moins de 50%. Les terres sont improductives, la famine est là, l'insécurité alimentaire. Tout ça, c'est généralisé. Si nous sommes chez nos cousins Peul, il n'y a plus d'élevage. On nous disait que les animaux domestiques, les moins résilients, sont les vaches et les bœufs. Eux, rapidement, ils tombent morts. Ensuite, les moutons. Et lorsque les chèvres commenceront à mourir, ça veut dire que les hommes prenaient la route d'escalade. Alors, cela a amené les populations rurales à partir. J'ai mis partir avec un grand P parce que c'est à partir de ce moment que les gens ont habité Dakar. Ils ont trouvé des zones où normalement il devrait y avoir de l'eau. Ce sont censés assécher à cause de la sécheresse, nous de feu. Donc, quand nous est revenu en 2002, on connaît tous ce que ça a fait. J'aime bien cette diapo parce que ça parle à nos cousins de Matam qui, durant les périodes de canicule, quittent pour venir s'installer à Dakar. Et ça, on a fait quelques enquêtes qui ont montré que, en moyenne, il y avait 1500 passagers. Ça, c'était par semaine qui quittaient Matam pour venir passer le Ramadan à Dakar durant les périodes de canicule. Ensuite, il restait jusqu'à période de Tabaski avant de rentrer. Et là, on a des chiffres qui parlent de température qui avoisine les 45 degrés. Les gens partent. Cette diapo aussi, c'est un peu les migrations clandestines. Si on est pêcheur et qu'on ne parvient pas à vraiment avoir de quoi vivre, donc les pêcheurs sénégalais se sont tournés vers l'immigration clandestine, espérant trouver de meilleures conditions de vie. J'ai parlé des jeunes pêcheurs de Dionewar et de Niodior, c'est la même commune qui arrive en Espagne sur cette photo-là. Peut-être que c'est un montage, mais je veux dire qu'on a eu un projet en 2014-2015 dans les îles du Salon où on a été témoin de ces départs-là. Ce sont des jeunes qui avaient un projet de développement centré autour de la pêche, mais quand ils ont reçu les équipements pirogues, moteurs, ils ont pris, ils connaissaient le chemin, ils sont partis. Donc, et quand ils sont arrivés, les 174 sont arrivés sains et saufs, et cela aussi renforce un peu ces phénomènes migratoires. Alors, je fais un focus sur les enfants, sinon mes patrons vont me dire pourquoi tu n'as pas parlé donc, de ton travail de tous les jours. C'est que si ces études ont pensé avoir des conseillers techniques changement climatique, c'est parce que cela impacte les aspects de la vie des enfants. Donc, on dit et on a un slogan que la crise climatique est fondamentalement une crise des droits de l'enfant. La photo que j'ai prise en haut, c'est au niveau de Gossas. Les enfants quittent l'école à 14 h, ils vont marcher 4 à 5 km pour rejoindre leur village sous un soleil ardent.
Mais sécheresse, déforestation, vent violent, érosion côtière, vague de chaleur, pluie hors saison, on appelle ça le donc maladies sensibles au climat, les averses, les inondations, tous ces risques se répercutent sur les enfants, car étant moins résilients que les adultes. Quand il y a érosion côtière, les adultes peuvent partir rapidement, mais les enfants peuvent avoir des soucis. Le problème des inondations, quand j'ai posé la question, parce que je ne l'ai pas dit, on a organisé l'année dernière une conférence des partis, une simulation de la COP des enfants à Saint-Louis. Et quand on a parlé d'inondation, un des enfants nous a fait ce témoignage. Nous, on était obligés de mettre des pierres pour rentrer dans nos maisons. Et pour manger aussi, on mettait des chaises, on mettait une pierre, on mettait notre bol. Et ça, c'est des réalités qui sont là, avec maintenant tous les problèmes liés aux maladies. La deuxième photo, elle est très célèbre. C'est une salle, une école en plein bac qui est inondée. On était obligés de... Certains ont dû être portés sur le dos pour pouvoir rentrer dans les salles de classe. Ces manifestations, donc sur les droits de l'enfant, quand l'enfant a droit à la santé et que les changements climatiques augmentent ses maladies, ce droit est donc touché. Les droits à l'éducation, les perturbations scolaires, les mariages précoces. On a fait une petite étude sur les causes des mariages précoces. Et ils nous ont révélé, entre autres, que cela peut être à l'origine des mariages d'enfants. Quand une famille qui comptait sur l'agriculture et que cela ne marche pas, puisse peut-être donner, le père de famille donne sa fille en mariage à une personne qui est riche et qui peut lui permettre quand même de régler la vie quotidienne. Donc ça, c'est une question sur laquelle nous avons réfléchi. Donc je vais, juste me reste 2 diapos, je crois. Donc ça, c'est, comme on dit, une infographie que nous utilisons souvent dans nos présentations. La crise climatique est une crise des droits de l'enfant, parce que les études ont prouvé qu'un enfant qui naît aujourd'hui a 2 fois plus de chances de rencontrer des feux de brousse. Presque 3 fois les chances que ses parents perdent leur récolte. Presque 3 fois de vivre des inondations. Presque 2,6 fois de vivre des phénomènes de sécheresse. Et presque 7 fois de vivre des vagues de chaleur. Je pense que nous avons tous, à un moment de notre vie, vécu une vague de chaleur. Peut-être que ça n'arrive pas à Dakar, comme vous le savez, on est une presqu'île, on a le climat canarien qui fait qu'il y a ce phénomène de régulation thermique. Mais ceux qui habitent Bakel, Tambacounda, Kaffrine, toutes ces zones-là ont souvent des vagues de chaleur. Au point qu'il y a un bulletin qui sort. Toutes les semaines, la météo et le ministère de la Santé sortent un bulletin vague de chaleur, où ils donnent l'alerte et ensuite ils donnent des mesures. Si vous avez des personnes âgées à la maison, faites-les voir. Évitez qu'ils marchent sous le soleil. Donc ça, c'est des choses pour moi qui sont super importantes. Et cela nous ramène à cette question. N'y a-t-il pas une injustice climatique? Quand on sait que ceux qui n'ont rien fait ou peu fait subissent les conséquences les plus désastreuses de la crise climatique. La question de la justice climatique est là. Et là, on interpelle donc nos collègues juristes pour qu'on creuse davantage. Parce que jusqu'à présent, ça reste une question de, comment on va dire, d'activisme. Or, cet activisme doit être basé aussi sur des faits réels, sur des faits évidents. Donc, où nous voulons que les impacts du changement climatique qui affectent de manière disproportionnée les communautés les plus vulnérables et qu'il y ait des responsables. Dans le concept du changement climatique, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique dit on a une responsabilité collective, mais différenciée. C'est très très important. Je pense que ça fait partie des premiers principes. Ceux qui ont fait droit, ils savent ce que ça veut dire, et c'est du droit international. Donc on a quelques recommandations, quelques questions, quelques plaidoyers que nous sommes en train de faire. Ça, ce sont des activistes de la justice climatique. Sur la photo d'en bas, j'y étais, les 2 d'en bas. Mais il y a une COP, je pense que c'était la COP de Glasgow,
Ou quand on a commencé à parler de climate justice, les policiers sont venus, ils ont pris nos badges et nous ont mis dehors. Sans violence, mais quand même, ils nous ont mis dehors. Ça veut dire que c'est une question qu'on doit poser sur la table, parce que c'est une question éminemment géopolitique. C'est une question éminemment géopolitique, parce que les États ne respectent pas leurs objectifs. Et encore, on a plus de problèmes avec le nouveau venu. Je ne veux pas citer son nom. Enfin, ça sont des organisations sénégalaises qui sont championnes de la justice climatique. JVE, que vous connaissez sûrement, NCD, Nature, je pense Climat Développement, Association des Amis de la Nature, AGE. AGE est dirigé par un de vos collègues juristes, Ndouloum Vert. Et ça, ils sont carrément sur le terrain à actionner des leviers pour que les communautés qui sont les plus impactées par le changement climatique puissent y faire face. Donc merci vraiment de votre attention.